Блядь, прилет возле меня. Faites bien attention à ces images. Vous voyez Kiev à l'aube du 24 mai 2026. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une reconstitution. C'est une vidéo réelle d'un civil ukrainien qui a choisi de prendre son portable pour enregistrer ce qui se passait dehors depuis la fenêtre de son appartement. Il y avait beaucoup de fumée dehors. Malgré cela, il a continué à filmer en s'approchant de la fenêtre. Après tout, cela fait déjà 4 ans de guerre. Et il a déjà vu ça auparavant. Sauf que cette nuit-là serait différente. Cette nuit-là, la Russie avait lancé près de 700 menaces aériennes contre l'Ukraine en une seule opération. Des missiles hypersoniques, des drones et des missiles venant de Russie, de la Crimée occupée et de navires en mer Noire. L'une des plus grandes offensives depuis le début de l'invasion. Et parmi ces attaques, il y avait un missile spécifique, un missile conçu pour transporter 6 ogives nucléaires. Une arme que Vladimir Poutine lui-même a dit qu'elle file comme un météore et qu'aucune défense au monde ne peut arrêter. Son nom est Oreshnik. Cet homme que vous voyez maintenant ne le sait pas encore, mais dans quelques secondes, il sera à quelques mètres d'une explosion qui va secouer tout son immeuble. Le plus troublant cette nuit-là n'a pas été l'explosion. C'est l'endroit que Poutine a choisi de viser avec l'Oreshnik. L'Oreshnik est un missile balistique à portée intermédiaire. En russe, cela signifie le voilier. Mais c'est ce que cette arme transporte qui terrifie l'Occident. L'Oreshnik lâche jusqu'à 6 ogives indépendantes. En plein vol. Chaque ogive libère 6 petites bombes supplémentaires. 36 points d'impact en un seul tir, à la vitesse de Mach 10, soit presque 10 fois la vitesse du son. Et voici le détail qui change tout. L'Oreshnik a été conçu pour transporter des ogives nucléaires et possède une portée suffisante pour atteindre les principales capitales européennes. Berlin, Varsovie, Paris, Londres. La Russie a utilisé l'Oreshnik 3 fois contre l'Ukraine. En novembre 2024 contre Dnipro. En janvier de cette année contre Lviv. Et maintenant, le 24 mai contre Bilatserkeva, dans la région de Kiev. Chaque utilisation plus proche de la capitale, chaque utilisation rapprochée des civils, est toujours suivie de la même réaction occidentale. Condamnation sans action. 3 Oreshnik, 3 condamnations, 0 conséquence. Mais attends de voir ce que Poutine a vraiment frappé à l'aube. Parce que la Russie a dit une chose au monde, et en a fait une totalement différente. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les missiles avaient frappé des centres de commandement et de contrôle militaire, des bases aériennes, et l'industrie militaire. Et il a assuré qu'aucune cible civile n'a été visée. C'est ce que la Russie a dit. Maintenant, regardez ce que la Russie a fait. Le musée national de Tchernobyl, dans le quartier de Podil, a été détruit par un impact direct. Le musée avait rouvert quelques semaines plus tôt. Pour les 40 ans de la catastrophe nucléaire de 1986. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien, conçu en 1939, a été touché pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a survécu aux nazis, pas à la nuit de Poutine. La Philharmonie nationale, l'Opéra de Kiev, le Musée national des beaux-arts, le monastère catholique, touché à 4 heures du matin, une école où des personnes s'abritaient à l'intérieur. 3 missiles russes visaient la station de traitement d'eau de la ville. Aucune n'est une base aérienne, ni un commandement militaire, mais aucune autorité russe ne s'est rétractée. L'Occident a réagi. Macron a déclaré que la guerre de Poutine touchait à sa fin. Kaja Kallas a qualifié cela d'imprudence nucléaire délibérée. Von der Leyen a promis un soutien accru à la défense aérienne ukrainienne. La réunion des ministres des Affaires étrangères européens a été convoquée quelques jours plus tard. La seule action concrète est venue de la Pologne, qui a fait décoller des chasseurs seuls, sans coordination collective.
Mais pendant que Poutine détruisait des musées à Kiev, personne ne faisait attention à ce que l'Ukraine faisait de l'autre côté. La même nuit, les forces spéciales ukrainiennes ont frappé le terminal Tamanavtogaz dans le sud de la Russie. Ce terminal exporte 20 millions de tonnes de pétrole par an, l'une des principales sources qui financent la guerre. À la base navale de Novorossiysk, 2 navires russes ont été touchés. 3 postes de commandement de drones ont été pulvérisés, à Belgorod, Donetsk et Koursk. Et, à 200 km de Moscou, des forces spéciales ukrainiennes ont incendié une station gazière stratégique. Tandis que la Russie attaquait des musées, l'Ukraine détruisait la logistique de guerre. Poutine brûlait la mémoire, Zelensky brûlait le réservoir de carburant russe. C'est là la grande différence. Et voici la question qui sous-tend toute l'histoire. Pourquoi Poutine a-t-il tiré un missile conçu pour des ogives nucléaires et contre une coopérative de garage? Il y a 3 hypothèses, chacune plus troublante que l'autre. La première était l'imprécision. Les analyses techniques montrent que Ourechnik a abandonné le système de guidage précis des missiles traditionnels de précision. En somme, il manque de précision. Lorsque les ogives se séparent, elles tombent n'importe où, ce qui signifie que la Russie lance des armes nucléaires contre des villes sans contrôler où elles tombent. La deuxième option était exactement ce que la Russie a dit, des cibles militaires, mais aucune source indépendante n'a trouvé aucune cible militaire détruite là-bas. Le commandement et le contrôle russe étaient, selon les preuves, un hangar de garage. La troisième, c'est que c'était intentionnel. C'est l'interprétation la plus largement admise parmi les analystes occidentaux. La cible n'a jamais été militaire, la cible était l'Occident. Poutine a choisi des garages précisément parce que l'impact matériel n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'intimider. Dans aucun scénario, Poutine ne s'en sort bien. Mais ce qui se cache derrière cette nuit est encore plus révélateur. La vérité est simple, l'utilisation répétée de l'Ourechnik n'est pas un signe de force, c'est un signe de désespoir. Regarde ce qui se passe sur le champ de bataille. Les troupes russes avancent à peine depuis des mois. Dans plusieurs régions, elles sont repoussées en arrière. Pendant ce temps, l'Ukraine fait le contraire. Elle frappe des raffineries toujours plus profondément en Russie. Elle coule des navires en mer Noire, pulvérise le commandement militaire à plus de 1000 km de Moscou. Poutine n'a pas de réponse. Sur le champ de bataille. Pour cela, alors il répond avec ce qui lui reste encore. Spectacle, image de victoire, pour le public russe, tandis que l'économie russe s'effondre sous les sanctions et que Poutine brûle des millions à fabriquer des images de victoire. Ce sont les Ukrainiens ordinaires qui paient le véritable prix de cette guerre. En ruines, là où il y avait autrefois des maisons, dans les silences. Là où jadis il y avait des voix, dans des familles désormais incomplètes. Chaque Ourechnik que Poutine lance est moins une démonstration de force, et davantage un aveu de faiblesse, et ceux qui font vraiment attention l'ont déjà compris. Mais maintenant, je veux connaître ton avis, dis-le-moi dans les commentaires. Parmi les 3 hypothèses sur Ourechnik, laquelle penses-tu être la vraie ? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe dans cette guerre. Et abonne-toi à la chaîne pour suivre les prochaines analyses. À la prochaine vidéo.